Friedrich Nietzsche clive. Il y a ceux qui refusent d'accorder une dimension politique à sa philosophie, attachés qu'ils sont à l'idée d'une philosophie qui dépasse la trivialité de nos vies matérielles. Il y a ceux qui, séduits par son discours élitiste et véhément, s'en inspirent pour proposer politiquement le chemin de la domination. Enfin, il y a ceux qui, convoquant le second degré et la profondeur, en livrent une lecture progressiste. Si l'on soumet son travail à une analyse logique, on fait face à un chaos d'affirmations contradictoires, qui s'excluent. Nietzsche, le premier, revendique le fait de rejeter la philosophie des systèmes, cette longue tradition philosophique consistant à élaborer une pensée totalisante. Une cohérence se dégage malgré tout. Pour l'observer, il faut regarder du côté du contenu social de sa pensée. Considérées de ce point de vue, les pensées contradictoires de Nietzsche dévoilent leur unité. Le point central autour duquel converge toute son œuvre est celui d'une croisade menée à l'encontre du socialisme et de la classe ouvrière. Ce sont les problèmes soulevés par l'ennemi de classe qui déterminent le contenu de sa philosophie. Cette lecture de l'œuvre de Nietzsche peut surprendre au premier abord. Elle est celle adoptée par Georges Lukács dans son livre La destruction de la raison. Lukács adopte ici un principe. Toute vie psychique est étroitement liée à la praxis, c'est-à-dire l'activité pratique concrète de l'homme. Il y a une cohérence entre l'individu et son milieu social. Cette idée est bien sûr inacceptable pour la bourgeoisie, cette dernière refusant de voir chez ses représentants les plus éminents une corrélation entre pensée et vie concrète. Bien loin des apports du XVIIIe siècle, l'économie et la philosophie bourgeoise du XIXe peinent à innover. En parallèle de cette amorce de décadence, le prolétariat européen s'organise en force révolutionnaire. La première internationale a lieu en 1864. Puis vient la Commune de Paris. La dictature du prolétariat montre son visage pour la première fois. L'idéologie bourgeoise, qui combattait par le passé le système féodal pour devenir hégémonique, voit dans la perspective d'une domination du prolétariat une menace certaine. Pris dans ce contexte historique, au carrefour entre Bismarck, la fondation du Reich et l'impérialisme à venir, Nietzsche jouera un rôle clé. Il sera la figure la plus écoutée de la bourgeoisie décadente. Le mal-être de Nietzsche face à cette décadence le pousse à la révolte. Bien sûr, cette révolte n'interroge jamais les privilèges de classe. La tâche sociale de cette dernière est de libérer moralement le bourgeois pour maintenir sa domination et l'ordre établi. Dit autrement, Nietzsche fournit à la classe dominante le mode d'emploi pour se sentir rebelle au nom d'une pseudo-révolution plus profonde que la révolution prolétarienne. Cette révolution nietzschéenne est l'expression d'une peur, celle qu'ont les bourgeois de perdre leurs privilèges économiques et culturels. Par-delà cette sociologie de la pensée philosophique, Lukács, qui a connu la montée du nazisme, cherche les origines du fascisme allemand dans l'évolution de la philosophie, notamment avec l'émergence d'une philosophie dite irrationnelle. Ces origines sont bien entendu la manifestation idéologique d'un mouvement historique plus profond. Il ne s'agit pas pour Lukács de faire primer l'activité idéale sur le réel. Ainsi, Nietzsche, directement ou indirectement, exercera une influence non négligeable sur le fascisme à venir. Le Troisième Reich effectuera une synthèse nécessaire des courants réactionnaires allemands en réconciliant Nietzsche et Bismarck. Voir les travaux du philosophe officiel d'Hitler, Alfred Baumler. Le christianisme illustre bien les obsessions de Nietzsche. Il se déchaîne contre lui, le considérant comme précurseur idéologique de la démocratie et du socialisme. Le christianisme a engendré fatalement un contenu politique, l'au-delà inventé pour dévaloriser le seul monde réellement existant, le concept d'âme inventé pour mépriser le corps, la volonté libre pour semer la confusion dans nos instincts, l'égalité des âmes pour castrer les esprits forts et dominants. Plus personne n'a le courage de réclamer pour soi un droit d'exception, des privilèges. Nietzsche établit alors un lien de cause à effet entre l'hégémonie du christianisme et la Révolution. La Révolution française est née du christianisme, puis a enfanté la démocratie, laquelle a engendré le socialisme. À cet égard, il rejette aussi l'héritage des Lumières. Son combat contre les Lumières est tourné contre le rationalisme et la démocratisation des savoirs.
deux mouvements historiques contribuant à la prise de conscience, par la classe ouvrière, de sa propre condition. Plus largement, on observe que toute dynamique historique allant dans le sens de l'égalité de traitement des individus, indépendamment de leur groupe d'appartenance, alimente l'offensive nietzschéenne. En réponse, le chemin que propose Nietzsche varie en fonction des périodes, mais une constante se dégage, celle d'un modèle social élitiste. S'inspirant du modèle grec, Nietzsche élabore une pensée où toute vraie forme de culture dépend d'une organisation sociale basée sur l'esclavage. Le philosophe est pleinement conscient du fait que ses propres privilèges nécessitent l'exploitation d'une armée de travailleurs. Il met alors au point une éthique basée sur l'égoïsme et les instincts pour libérer moralement la bourgeoisie dans sa lutte contre le prolétariat. S'inspirant toujours du monde grec, Nietzsche voit dans la figure de Dionysos l'incarnation de cet instinct. Dionysos apparaît comme le symbole de la décadence des forts. L'homme fort n'a plus besoin de se justifier. Désormais, l'animalité ne provoque plus l'horreur. L'animalité est la forme la plus triomphante de la spiritualité. Dionysos est le nouveau dieu, un dieu dégagé de la morale, un dieu par-delà le bien et le mal. On attribue souvent à Nietzsche l'idée d'un athéisme précurseur. À y regarder de plus près, son rapport à la question religieuse est plus ambigu qu'il n'y paraît. Le fait de tuer Dieu n'est qu'un moyen pour libérer les hommes, pour faire d'eux les immoralistes nécessaires à la domination. À côté de la morale des dominants coexiste celle des opprimés, que Nietzsche combat passionnément. C'est ce qu'il appelle la morale des faibles. Le combat entre ces deux systèmes moraux détermine, selon le philosophe, les questions les plus centrales de l'histoire. Il reconnaît donc dans une certaine mesure l'existence de la lutte de classe, contrairement aux intellectuels de l'époque. Dans le prolongement de cette posture, les considérations de Nietzsche sur le darwinisme social, cette déformation des travaux de Darwin qui explique le social sur la base de considérations biologiques, nous éclairent une fois de plus sur sa reconnaissance de la lutte de classe comme phénomène tangible. S'il reconnaît l'existence de cette doctrine, il tend à la minimiser en observant le fait que les plus faibles, c'est-à-dire les dominés, sont en plus grand nombre. Aussi, leur faiblesse les pousse à être plus malins. Il faut avoir besoin d'esprit pour en avoir. Les opprimés finissent donc nécessairement par remporter la victoire sur les dominants. L'idée d'une lutte entre deux groupes humains transparaît donc encore ici. Un autre pan de la philosophie de Nietzsche est celui de sa conception de l'histoire et de la connaissance. Là aussi, le contenu de sa pensée se voit déterminé par son combat à l'encontre du socialisme. Nietzsche combat la connaissabilité de la réalité objective. Il fonde sur la philosophie d'Héraclite les bases d'une théorie agnostique de la connaissance. Le monde étant en devenir constant, il en devient insaisissable. La science ne s'appliquant qu'à ce qui reste semblable à soi-même, la connaissance est rendue impossible. Proclamer l'inconnaissabilité du monde permet de relativiser les sciences humaines émergentes, leur caractère subversif, leur consensus. L'homme est un être culturel, ce qu'il fait, il peut le défaire, les privilèges des classes dominantes y compris. De même, la théorie de l'éternel retour de Nietzsche permet de verrouiller ce que l'histoire peut apporter de réellement neuf. La société de classe capitaliste est présentée comme sommet indépassable. L'éternel retour coupe l'herbe sous le pied au devenir dialectique. Le devenir ne doit rien apporter de nouveau. Le monde, qui est une force finie, ne peut produire des formes et des situations nouvelles. L'idée d'éternel retour ruine toute forme de transcendance, tout idéal, y compris socialiste. Bien sûr, Nietzsche n'aura pas le temps de prendre connaissance du socialisme anti-utopique. Sa conception du socialisme se voit déjà dépassée au moment même où il écrit. Pour finir, beaucoup de lecteurs de Nietzsche interprètent le surhomme comme le fruit d'un haut développement biologique. Certains passages de l'Antéchrist sont pourtant univoques. Il ne s'agit pas d'un développement biologique, mais d'un dressage. Nietzsche en appelle au conditionnement d'un homme nouveau. Lukács y verra une anticipation, celle d'un régime hitlérien dresseur d'hommes. Toutes ces observations mises bout à bout esquissent un mouvement global cohérent, la subordination d'une pensée à son milieu social. Derrière le vernis de l'éloquence, de l'aisance, de la culture, du goût, se cache une banale réaction qui dit l'emprise de notre classe sur notre comportement individuel. La pensée de Nietzsche
sonnera comme celle d'un génie en cage, celle d'un esprit qui aura su traverser le temps, notamment grâce à une forme d'écriture malléable, donc recyclable à l'infini. À chacun son Nietzsche, pourvu qu'on ne questionne pas l'ordre social.